Voici maintenant la question du jour. Et la question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. 1000 jours après, Israël a-t-il tiré les leçons du 7 octobre ? Et de mémoire, depuis que nous faisons ces questions du jour, je pense que rarement vous avez été aussi partagés dans vos réponses, puisque vous êtes 54% à penser que oui sur Insta, vous êtes 51% à penser l'inverse sur Facebook, c'est-à-dire que non, vous pensez qu'Israël n'a pas tiré les leçons du 7 octobre. Et enfin, sur X, vous êtes 55% aussi à penser que oui, Israël a tiré les leçons du 7 octobre. Alors finalement, pour tâcher de départager ces deux tendances qui sont quand même extrêmement proches l'une de l'autre, on va demander son avis. Et vous le disiez, Blaise, à notre ami le colonel Olivier Rafovitch, nous sommes ce matin en ligne pour essayer d'apporter tout le contraste, toute la nuance dans cette épineuse question avec Avi Pazner, l'ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Je vous laisse parler de cela avec lui, bien entendu. Bonjour Avi Pazner. Bonjour Blaise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors vous l'avez entendu, Avi, nos auditeurs sont assez partagés. C'est quasi du 50-50 sur cette question. Selon vous, Avi Pazner, est-ce que Israël a tiré les leçons du 7 octobre 1000 jours après ? Écoutez Blaise, en grande partie oui. Nous sommes maintenant dans une situation, et je vais tout de suite vous l'expliquer, où il sera très difficile de surprendre Israël comme cela a été fait le 7 octobre. Pas impossible, mais très difficile. Et l'une des leçons principales que nous avons appris du 7 octobre, c'est que nous avons autour de nous encore deux pays, ou si je dis Gaza, je ne dis pas pays, mais une région et deux pays, avec lesquels nous n'avons pas encore signé d'accord de paix. C'est ce que nous avons fait déjà avec l'Égypte et la Jordanie. Vous avez vu que ces frontières-là, même avec toutes les tensions autour, avec toutes les guerres, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, 3 ans, ça a été tranquille. Ce que nous avons appris, ce sont deux choses. Premièrement, ne jamais, mais au grand jamais, ne sous-estimer un ennemi. Et ça, je crois, c'est une chose qui nous arrive, c'est pas la première fois que ça nous est arrivé. Et en 73, durant la guerre de Yom Kippour, nous pensions que l'Égypte et la Syrie étaient incapables de reprendre par la force des territoires qui étaient sous souveraineté israélienne. Eh bien non, nous nous sommes trompés, ils ont réussi au début. Après, évidemment, la guerre s'est renversée, Israël a gagné la guerre, mais ils ont réussi à traverser le canal de Suez en 73 et à prendre une partie du Golan jusqu'à ce que nous les avons repoussés. Et là, je dis que l'élément de surprise était basé sur le fait que nous n'avons pas jugé à leur juste valeur les Égyptiens et les Syriens. Et c'est ce qui est arrivé un peu le 7 octobre avec le Hamas. Il faut bien le dire, et le Hezbollah. Le Hamas et le Hezbollah. C'est vrai que ces deux organisations fanfaronnaient. Le Hamas disait qu'il allait reprendre tout l'État d'Israël. Le Hezbollah disait qu'il allait conquérir la Galilée. On ne les a pas pris au sérieux parce que nous sommes forts. Ce sont deux organisations terroristes. Et là, le Hamas nous a surpris le 7 octobre d'une manière que moi, personnellement, je ne croyais pas possible et qui n'a pas encore été, il faut bien le dire, qui n'a pas encore été investigué comme il le faut. Parce que nous sommes 3 ans après, il n'y a pas encore de comité d'investigation pour des raisons politiques. Et ça, je crois que c'est une grosse erreur de la part d'Israël
Nous comprenons ce qui est arrivé. Bien sûr, dans les grandes lignes, nous comprenons. Mais il faut savoir les détails et on ne les sait pas encore. Oui. Mais ce qu'on sait, pardon Blaise, Allez-y. vous vouliez demander quelque chose. Allez-y, Avi, vous pouvez conclure. Ce que nous avons appris le 7 octobre, ne jamais prendre un ennemi aussi faible qu'il soit, ou qu'il nous paraisse qu'il soit, de le prendre, de le sous-estimer. Et une autre chose, nous avons aussi maintenant érigé des zones tampons sur tous ces fronts pour qu'une surprise pareille ne puisse pas se produire. On peut attaquer la zone tampon, évidemment, mais on ne pourra pas toucher à la population civile. Gaza, par exemple, nous occupons maintenant 50% de la bande de Gaza. C'est-à-dire le Hamas est restreint à une toute petite zone d'où il peut évidemment créer des problèmes, mais ne peut pas attaquer nos villes, nos villages et nos kibbutzim autour de Gaza. Nous avons aussi une zone de sécurité au Liban. Elle est environ de 10 à 15 kilomètres autour de la frontière entre nous et le Liban. Alors, le Hezbollah peut évidemment bombarder, il l'a fait, il peut évidemment bombarder Israël, mais il ne peut pas conduire un dessein horrible comme celui de la conquête de la Galilée. On l'a pas, Blaise, on ne l'a pas pris au sérieux en pensant qu'ils fanfaronnaient le Hezbollah. Non, ils étaient préparés à prendre une partie du Galil, tout simplement. Et maintenant, nous sommes autour des frontières nord d'Israël, justement pour empêcher un scénario comme ça. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des bombardements, etc. Mais ça, c'est autre chose. Oui. Et même en Syrie, regardez, même en Syrie, parce que nous ne connaissons pas ce nouveau régime, un régime qui provient du djihadisme sunnite, on ne le connaît pas assez bien, on ne sait pas où ça va aller. Et là aussi, par précaution, nous avons construit une zone de sécurité autour des frontières d'Israël. Donc, je crois que nous sommes mieux préparés que nous étions le 7 octobre, mais j'aimerais bien savoir quels vont être les résultats de la commission d'enquête, parce qu'un jour, il va y avoir une commission d'enquête, pour être encore mieux préparés et pour éviter un drame pareil dans le futur. J'aimerais justement, vous en avez parlé de cette commission d'enquête. C'est pas très clair où on en est sur cette commission. Vous disiez que c'était plutôt un problème politique. Comment ça se fait que 3 ans après, on n'est pas on a certains résultats, mais je veux dire, on n'a pas une déclaration, on n'a pas le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui s'est exprimé là-dessus. Comment est-ce que vous l'expliquez cela? Mais écoutez, justement, c'est pour des raisons politiques. Benyamin Netanyahou craint qu'une commission présidée par la justice israélienne lui soit défavorable. En même temps, il comprend qu'il faut investiguer, faire une enquête sur ce qui s'est passé, et il a proposé une commission d'enquête composée de façon égale de l'opposition et de la coalition. Et pour le moment, personne n'est d'accord. Encore, personne n'est d'accord. C'est possible qu'une résolution passe encore avant les élections, mais personnellement, je trouve ça pas très bon ni pour Israël, ni pour son image. Je crois qu'il faut, pour le futur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il faut conduire une enquête détaillée, ça prend du temps, ça peut faire mal à quelques personnes, bien sûr, qui se trouveront responsables. Et je dois dire qu'au sein de l'armée, beaucoup d'officiers supérieurs ont pris leurs responsabilités, ont démissionné. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il reste dans les positions supérieures de salle quelqu'un qui était là le 7 octobre dans une position de responsabilité.
Et il faut aussi à l'échelon politique, on ne peut pas éviter cela. Il y a eu une enquête après la guerre des 6 jours, il y a eu une enquête après la guerre du Yom Kippour, il y a eu une enquête après la première guerre du Liban qui a conduit à la démission de Sharon, il y a eu une enquête après la deuxième guerre du Liban qui a conduit à la chute d'Ehud Olmert. Il nous faut une comité dentaire et j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Bien sûr, je ne crois pas qu'on puisse la former avant les élections, mais nous avons des élections dans 4 mois et après, eh bien, j'espère que nous aurons une commission d'enquête pour le futur d'Israël et pour le futur de nos enfants. Oui. Alors, il y a aussi une catégorie des personnes qu'on a tendance des fois à oublier, c'est les victimes. Hein. Hier, lors des célébrations des 1000 jours donc, qui avaient lieu sur la place des otages à Tel Aviv, et il y a le Eshel, le père de la soldate observatrice de Tsahal, Roni Eshel, qui avait été tué le 7 octobre 2023, a livré un discours marqué par la douleur et par la colère. Il a déclaré qu'il ne se sentait pas soutenu par notamment le Premier ministre, mais aussi par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui avait affirmé que le retour des otages était grâce à lui. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que les politiques, est-ce que le gouvernement soutient assez les victimes ? Eh bien, écoutez, là, je crois que ça dépend de qui vous parlez. À mon avis, Netanyahou a fait ce qu'il pouvait pour faire retourner les victimes. Il y a eu de l'opposition dans son cabinet, il faut le dire. Smotrich et Ben-Gvir, qui aujourd'hui se vantent d'avoir réussi à récupérer les otages, eh bien, plusieurs fois, ils ont empêché justement Netanyahou d'aller dans cette direction. Il faut le dire. Et lorsque vous avez entendu les voix qui se sont élevées hier, c'est justement de cela qu'on parlait. Qui est responsable du fait que les otages n'ont pas pu être amenés en Israël avant? Ça a conduit à la mort de certains d'eux. Ça aussi, évidemment, quand je dis, Blaise, quand je dis qu'il faut faire une investigation, une enquête sur ce qui s'est passé, c'est pas seulement sur le 7 octobre, c'est aussi ce qui s'est passé après le 7 octobre. Et il nous a fallu attendre jusqu'à Trump soit élu président des États-Unis et qu'il fasse, comme il appelle un deal, qu'il fasse un grand deal avec le Hamas pour que nous ayons reçu nos otages. Donc, moi, je peux comprendre les familles, je les comprends. Si j'avais aussi une famille qui aurait été prise otage ou qui aurait été tuée ou blessée le 7 octobre, bien, j'agirais, je penserais la même chose. On ne peut pas commander aux familles de ne pas ressentir très profondément qu'on aurait pu faire mieux aussi sur ce plan-là. Oui. Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, Blaise. Shabbat Shalom, Avi, et merci d'accepter toujours aussi gentiment nos invitations. À très vite sur cette antenne. Bien, ben